à la ritournelle ahurissante. Mais certes, ça va mal. Néanmoins, que pourrions-nous donc faire d'autre? Ma réponse est simple, regardons ailleurs. Les innombrables autres civilisations qui ont habité et qui habitent encore cette planète ne partagent généralement pas notre brutalité et notre suffisance. Je vous propose de plonger tout de suite dans la première étape de notre soirée, qui est de présenter ce qu'est la sagesse toltèque. Alors, qui étaient les Toltecs? D'où ils viennent? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était des gens? Est-ce que c'est un courant? Est-ce que c'est un concept? Pourquoi est-ce que c'est à la mode aujourd'hui? On retrouve les premières origines des Toltecs il y a des milliers d'années au Mexique, notamment dans tout le sud du Mexique. Les Toltecs étaient connus comme des hommes et des femmes de connaissance. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup chez les Toltecs, c'est celle de se considérer comme des artistes de l'esprit. Un artiste de l'esprit, un Toltec s'intéresse à comment faire de sa vie un chef-d'œuvre de beauté, un chef-d'œuvre d'amour, un chef-d'œuvre de liberté, un chef-d'œuvre de vérité, un chef-d'œuvre d'épanouissement, de conscience, vous pouvez mettre le mot que vous voulez derrière. Mais les connaissances qui intéressent principalement les Toltecs, c'est comment est-ce que nous pouvons au mieux vivre notre vie. Ces enseignements et cette sagesse se transmettaient notamment à Teotihuacan. Teotihuacan, c'est un lieu qui est situé à une quarantaine de kilomètres de Mexico City. On y retrouve des pyramides, on retrouve ici la pyramide du Soleil et quand on est au sommet, on aperçoit un peu le panorama où on a plusieurs pyramides. Et on a également au milieu ce qu'on appelle l'allée des morts. On en reparlera en fin de conférence. Dans ce lieu-là, cette sagesse a été transmise, donc une sagesse plutôt spirituelle, une sagesse initiatique se transmettait de manière orale entre maître et apprenti. Et cette sagesse-là, vous allez voir, nous arrive, nous, en France, ce soir à Lyon, grâce à un homme qui est ce monsieur, Don Miguel Ruiz, que vous connaissez peut-être de par la lecture des accords ou des autres livres. Miguel Ruiz, sa maman est guérisseuse et son grand-père est ce qu'on appelle Nagual, c'est-à-dire que ses parents font partie de la tradition, de la lignée des chevaliers de l'aigle, c'est-à-dire de ces personnes qui ont reçu ces enseignements et ces différentes initiations. Donc vous allez me dire, c'est tout normal que notre ami Miguel se mette à écrire des livres et à nous partager la sagesse toltèque. En fait, pas trop quand on regarde son parcours. Miguel, quand il est enfant, il est au courant de tout ça, mais pour lui, toutes ses croyances, c'est des vieilles superstitions. C'est des concepts très poussiéreux, c'est des trucs qui n'apportent pas grand-chose. Et donc lui, Miguel, se tourne vers le dieu de notre époque. Le dieu de notre époque, c'est la science. Et donc il fait des études de médecine et il devient neurochirurgien. Et donc il laisse cette partie-là, un peu de sa vie, de côté, jusqu'à un accident de voiture. Dans cet accident de voiture qui fait passer la trentaine, il va faire ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une NDE. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où il fait cette expérience de mort imminente, le sujet n'est pas aussi connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des livres qui ont été écrits, on a des médecins qui viennent nous renseigner, on a des centaines et des centaines de témoignages qui viennent nous expliquer ces expériences. Sauf qu'à l'époque de Miguel, on n'en parle pas. Et Miguel, dans tout son cursus, il ne trouve aucune réponse qui le satisfait. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ses études de médecine ne lui apportent rien. Et donc, il commence à se tourner vers sa maman, vers son grand-père et à poser des questions. Et les réponses qu'il entend à cette époque-là résonnent fort en lui. Et il se dit, c'est peut-être pas si inintéressant que ça. Et à partir de ce moment-là, il consacre sa vie à redécouvrir la sagesse toltèque et à la transmettre en enlevant tout ce qui est ancien, tout ce qui est dépassé, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est rattaché à un ancien temps, toutes ces croyances, toutes ces superstitions qui font qu'on a parfois du mal à se plonger dans une sagesse ou dans une tradition parce que le décor et le déguisement, j'allais dire, que prend cette sagesse ne nous parle pas. Et donc, Miguel, il fait notamment ça, dans ce livre, les 4 accords toltèques. Il en a écrit d'autres. Il y a notamment un livre qui est écrit avant les 4 accords toltèques qui s'appelle Au-delà de la peur. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Teotihuacan, qu'est-ce qui se passait à Teotihuacan, quels étaient les enseignements, les initiations de cette sagesse, ce livre-là vous renseignera très précisément sur ce qui s'y passait. Ce livre s'appelle Au-delà de la peur. Et donc vous avez ensuite un Miguel Ruiz qui nous fait un tour de magie assez incroyable avec les 4 accords toltèques. Pour moi, ça fait vraiment partie de ces livres magiques. Magique dans le sens où, à chaque fois que vous lisez ce livre-là, vous pouvez avoir un niveau de lecture différent. Il y a une profondeur entre ces lignes-là qui fait que, moi en tout cas, à chaque fois que j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça la première fois que je l'ai lu ou les premières fois que je les ai lus. Ce qui fait, c'est que Miguel Ruiz, il fait passer une tradition orale, initiatique, plusieurs fois millénaire.
il le fait passer dans un outil, dans 4 outils très concrets de développement personnel, dans un petit livre et dans 4 accords qui peuvent tenir sur un marque-page qu'on pourrait mettre sur notre frigo ou une image qu'on pourrait partager sur Facebook. Et je trouve que c'est toute la force de ces accords Toltec, c'est de nous avoir été présentés de manière aussi simple. C'est pour ça qu'on en reparlera un petit peu ce soir et qu'on s'ouvrira notamment à la profondeur qui peut rester cachée au premier regard de ces 4 accords. Alors, le premier accord Toltec, vous vous en souvenez? Oui. La parole impeccable. Que votre parole soit impeccable. Alors, c'est l'accord, j'allais dire le plus important. En tout cas, les autres accords ne sont qu'une déclinaison de celui-là. D'accord? Il ne pourrait n'y avoir qu'un seul accord dans la sagesse Toltec, c'est la parole impeccable. Donc on va y passer un tout petit moment. Il y a 2 termes importants à comprendre, le terme parole et le terme impeccable. Celui qui est le plus simple à comprendre, c'est impeccable, vous allez voir. Impeccable, ça vient du latin peccatus, qui veut dire péché. Et donc impeccable, c'est sans péché. Sans péché, ça veut dire qu'il ne nuit pas. Une parole qui ne nuit pas, ni à moi-même, ni aux autres. Et donc là, on va faire simplement quelques nuances parce que souvent j'entends les gens qui disent oui, donc une parole impeccable, c'est une parole positive. Alors en fait, pas du tout. Je peux dire non et avoir une parole impeccable. Et je peux dire oui, et ce oui peut me nuire et nuire également à l'extérieur. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand on parle de se nuire et de ce côté impeccable, les Toltecs donnent cette métaphore que notre parole est magique, que nous sommes tous des magiciens. On nous a donné ce pouvoir-là, le pouvoir de mettre des mots sur les choses. Et ces mots-là ont la capacité de transformer notre rêve et le rêve d'autres personnes. Si je commence à donner mon avis, à expliquer certaines choses, je peux commencer à transformer mon propre rêve et le rêve de certaines personnes à l'extérieur. Ce pouvoir-là, la question que Miguel Ruiz nous pose, c'est quel est l'usage que nous en faisons ? Quel est l'usage que nous faisons de la parole? Est-ce que nous sommes des magiciens blancs ou des magiciens noirs? Est-ce que nous avons l'habitude de jeter des sorts aux autres? Est-ce que nous avons l'habitude de bénir, c'est-à-dire de faire des bénédictions, des bonnes dictions, des bonnes paroles, ou plutôt des malédictions? D'accord? Donc la première chose à comprendre, c'est la force de cette parole, c'est ce pouvoir. Pour ceux qui sont proches des traditions notamment christiques, on retrouve dans la Bible, au commencement était le Verbe. Le pouvoir créateur de la parole se retrouve dans la plupart des traditions. D'accord ? Maintenant, on peut s'arrêter un petit peu sur le terme parole. Le premier niveau de compréhension, c'est celui qui est très bien expliqué dans les accords Toltec et j'observe qu'il est souvent très bien compris. C'est les mots qui sortent de ma bouche et qui se dirigent à l'extérieur. D'accord ? Donc, Miguel insiste par exemple dans son livre sur les rumeurs. Quand je vais faire passer des rumeurs, c'est un peu comme de mettre un virus dans mon environnement. C'est un peu de donner une information qui va faire bugger à un moment donné le système, qui va créer du poison émotionnel, etc. C'est faire un usage de la parole qui élève et non pas qui abaisse. Ça, c'est le premier niveau. C'est les mots qui sortent. Le deuxième niveau de la parole, celui-là est un peu moins bien compris, c'est les actions, c'est nos comportements. Ce que je fais, c'est ma manière de m'exprimer dans ce monde. Il y a une citation qui dit « Ce que vous êtes parle plus haut et plus fort que ce que vous dites ». Et parfois on entend cette phrase, ce qu'on disait tout à l'heure, « Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Malheureusement, ce sont 2 niveaux de parole. D'accord ? Et donc l'idée, c'est de pouvoir être l'exemple de la parole que nous portons. C'est avoir des actions qui sont impeccables. J'ai des gens qui me disent parfois, tu sais Gabin, moi j'ai lu les accords Toltec, depuis j'ai changé, alors maintenant je dis aux gens que ça roule, ils peuvent compter sur moi, etc. Bon, il y a quand même certaines personnes, je leur dis, en vrai je ne le pense pas et il ne faut pas trop qu'elles s'attendent quand elles me font une demande à ce que je réponde présent. Ça, c'est une parole qui n'est pas impeccable. D'accord ? Donc c'est vraiment l'alignement entre mes paroles et mes actions. Le troisième niveau de compréhension du terme parole, c'est que l'ensemble des pensées que nous avons se constituent de ces paroles. C'est nos fameuses paroles intérieures. À chaque fois que je pense quelque chose, je fais usage de la parole. Quand je me dis « je suis nul »,« je suis trop comme ci, je suis trop comme ça », je me jette un propre sort. Et donc l'invitation ici, c'est de pouvoir percevoir nos pensées à l'aube de cette parole impeccable.
Et la vraie parole impeccable, c'est celle qui aligne ce que je pense de manière impeccable, ce que je dis de manière impeccable et ce que je fais de manière impeccable. Ça, c'est la vraie parole impeccable. Au niveau des pensées, simplement, il y a quelques informations qui peuvent nous être utiles. Les neuroscientifiques nous disent que nous avons chaque jour environ 60 000 pensées. 60 000 pensées, c'est une pensée toutes les secondes et quelques. Donc ça va très vite. Notre cerveau est une machine à penser. Ces pensées, c'est les fils de notre cocon. C'est le film qu'on se raconte. C'est le rêve dans lequel on évolue qui est constitué de l'ensemble de ces pensées. Sur ces 60 000 pensées, vous en avez 95% qui sont inconscientes. C'est-à-dire que 57 000 pensées sur 60 000 chaque jour, vous ne savez même pas que vous les avez. C'est un peu comme une radio qui tourne en fond. À force, on s'y habitue, on ne l'entend même plus. Mais on a ce qu'on appelle un dialogue interne continu à l'intérieur de nous. Et la plupart de ce dialogue interne, c'est les petites voix qu'on a découvertes dans le rêve de l'enfer. C'est ce juge et cette victime qui commentent tout ce qui se passe. Tout. Et qui se sentent aptes à juger tout ce qui les entoure, les autres, la vie, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui est mal, et qui se sentent aptes également à nous juger. Ce qui est intéressant, c'est que 90% de ces pensées seraient répétitives. C'est-à-dire que 54 000 pensées par jour, on les a chaque jour, tout au long de notre vie. Si on ne porte pas notre attention dessus pour amener certaines nouvelles informations et donner de nouveaux accords dans notre vie, on peut passer notre vie à avoir les mêmes pensées. Et le chiffre qui fait peut-être le plus mal, c'est que 80% de ces pensées, c'est-à-dire 48 000, seraient négatives. Et donc ça nous invite à nous poser cette question, est-ce que j'ai des pensées impeccables? Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, celui-là est tellement simple que je vous propose qu'on y passe très peu de temps, ça vous va? Tout le monde arrive à bien le mettre en application? Ouais. C'est bien dit, c'est bien beau, mais à mettre en place dans sa vie, c'est pas forcément évident. Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Voici comment Miguel l'explique. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Alors, il y a une très belle histoire qui est racontée par Miguel, je trouve, qui nous ouvre à la profondeur de cet accord. Je crois que cette histoire se trouve dans le 5e accord Toltec, c'est l'histoire du cinéma. Imaginez, vous marchez dans la rue et vous passez devant un cinéma. Et là, vous découvrez une affiche. Et cette affiche vous interpelle puisque vous vous trouvez au centre de l'affiche. C'est un film sur vous, sur votre vie. Et vous dites, c'est incroyable, on a fait un film sur ma vie. Et donc vous vous approchez, vous regardez un peu les séances et vous vous apercevez qu'il y a une séance en cours qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Et donc vous décidez d'entrer dans le cinéma et d'aller dans la salle dans laquelle votre film se projette. Et donc là, vous rentrez dans la salle, vous êtes un peu quand même au fond de la salle, vous restez un peu en retrait. Et alors déjà, première chose, il n'y a pas grand monde dans la salle, il n'y a pas foule. Mais il y a une personne qui est au centre de cette salle et qui est complètement plongée dans le film. Elle ne vous a pas entendu du tout, elle est vraiment captée par le film. Et donc là, vous regardez ce film et vous vous dites « Wow, c'est incroyable, ah bah là c'est moi petit, bah ouais c'est exactement ça. Ah bah il y a mes parents, il y a mes frères et mes sœurs, il y a ma famille, ah bah il y a mes amis. Ah bah oui, ça, il est vraiment bien fait ce film, c'est incroyable. Alors moi déjà, c'est exactement ça. Et puis les autres personnages sont vraiment bien représentés. C'est exactement, alors, je ne sais pas qui a fait ça, mais chapeau. Et donc vous repartez vraiment convaincu et vous dites, ah, sympa. Vous connaissez un peu quand même l'histoire, donc vous décidez avec curiosité d'aller voir ce qui se passe dans les autres salles de cinéma. Et quand vous sortez, vous apercevez que sur la salle d'en face, il y a le film de votre papa ou de votre maman. Et vous dites, ah c'est marrant, ben, je vais aller voir. Et donc vous rentrez, à nouveau, il n'y a pas foule, une personne complètement captée par ce film, par cette histoire. Et là, vous voyez vos parents, votre papa ou votre maman, enfants. Et vous dites, c'est incroyable, je ne savais pas. Ils ont été petits comme ça. Vous voyez leurs parents, beaucoup plus jeunes. Oh, c'est fou, papy, mamie, sans les cheveux blancs, etc. Vous dites, c'est marrant, c'est des choses que je ne connaissais pas. Et donc vous regardez. Et vous êtes surpris, vous découvrez plein de choses. Et à un moment donné, arrive votre petit personnage, à vous.
Alors déjà, il y a un petit truc qui nous reste en travers de la gorge, c'est qu'on est le personnage secondaire du film. Du coup, autant être le personnage principal, ça nous parle bien, ça nous va, mais être le personnage secondaire, c'est un peu moins gratifiant. Qu'on se dit, bon, pas grave, je passe. Et vous voyez évoluer l'histoire, et vous dites, mais c'est marrant, j'ai jamais dit ça. Mais là, qui est-ce qu'ils ont choisi pour jouer mon rôle? C'est pas du tout moi. Et puis, mes parents, ils m'ont jamais répondu ça non plus. Bah là, pour le coup, le rôle, je le reconnais pas. Alors oui, cette situation, elle a eu lieu, mais il s'est jamais passé ça. Et puis c'est marrant, enfin, à chaque fois on me voit, moi dans le contexte familial, petit enfant, etc., qui grandit, mais je me retrouve pas tant que ça dans cette histoire. Autant le premier réalisateur sur mon film, il avait assuré, autant celui-là un peu moins. Et avec curiosité, vous sortez de la salle, et vous voyez qu'il y a d'autres films qui se projettent, vos frères, vos sœurs, vos amis, et vous rentrez par exemple dans la salle du film d'un de vos amis. Et vous observez à nouveau, pas grand monde, une personne complètement captée par le film. Et là, vous voyez plein de choses que vous ne connaissiez pas. Et quand vous apparaissez, alors là, vous n'êtes même plus personnage secondaire, mais vous êtes vraiment figurant, quoi. Il y a un peu dur. Et vous dites, mais c'est fou. Alors là, pour le coup, ça ne me ressemble pas du tout. Je fais que boire des coups, que faire des blagues. On ne me voit jamais en train de travailler. Je ne suis pas sérieux. C'est vraiment, alors c'est une caricature de ce que je suis, quoi. C'est pas du tout qui je suis. Vous dites, ah, c'est fou. Et vous ressortez et vous dites, bah, quand même, c'est intéressant. Mon film à moi me paraissait vraiment bien fait, et ceux des autres, je m'y retrouve moins. Et puis, vous faites cette remarque, mais c'est marrant, à chaque fois dans la salle, il y a quelqu'un qui est complètement absorbé par le film. Et cette personne, si on revient à notre métaphore du rêve et du rêveur, c'est ce fameux personnage qui est pris dans son propre film et qui ne voit rien d'autre que son film. Et vous dites, mais finalement, chacun est pris par son film, et moi, dans la vie des autres, c'est pas moi réellement qui rencontre, mais c'est la représentation qu'ils se font dans leur film de mon personnage, le personnage que j'incarne. Ils ne me connaissent pas vraiment, ils ne connaissent que les parties de moi dont on a pu échanger, où on a pu être en lien, mais finalement c'est qu'une toute petite partie de qui je suis. Et si même moi je ne me reconnais pas, ça veut dire que ce qui se passe dans ces films ne me décrit pas, et à aucun moment ne détermine non plus ma valeur. Ce n'est pas la perception que les autres ont de moi qui détermine si je suis quelqu'un de bien ou pas, qui détermine la valeur, qui détermine si je peux être aimé ou pas. Je suis simplement personnage secondaire ou figurant dans le film d'autres personnes. Mais du coup, si on revient, nous, à notre, entre guillemets, à notre vraie vie, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, il ne nous parle pas à nous, dans notre film, il nous partage simplement ce qui se passe pour lui dans son film. Il vient simplement nous dire, bah là dans mon film, tu incarnes tel personnage. Et dans le scénario, tu joues tel rôle. Et parfois, on a des rôles qui nous correspondent un peu mieux. Il y a des rôles qu'on préfère. On se dit, ah vraiment, celui-là, par contre, ça coince. Et ce qui est intéressant, c'est que, un peu comme les enfants, on a tendance à penser que quand les autres font quelque chose en lien avec nous, ou disent quelque chose, que ça tourne autour de notre nombril, que c'est tout le temps en lien avec nous-mêmes. Mais finalement, ça ne nous est jamais adressé personnellement, c'est simplement la personne qui nous partage ce qui se passe dans son film. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas ce que votre cerveau fait 24 heures sur 24. Ne pensez surtout pas à l'instant même à une glace à la vanille, avec des copeaux de chocolat, avec des fruits, avec un peu de chantilly. N'y pensez surtout pas. Qui a réussi à ne pas y penser? C'est un bel accord, mais qui demande quand même à être éclairé. Puisque des suppositions, on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les suppositions, c'est les histoires qu'on se raconte, c'est le rêve dans lequel on évolue. Et si on avait rencontré le bouton stop des suppositions dans notre vie, on le saurait, on ne l'aurait pas oublié. Maintenant, comment on fait ça? Les suppositions, ça vient vraiment éclairer tout cet aspect mental, toute cette agitation que nous avons à l'intérieur de nous. Et donc, ce qui va être important, c'est de comprendre que le problème, ce n'est pas de faire des suppositions. C'est qu'en fait, majoritairement, nous ne faisons pour chaque situation qu'une seule supposition et que nous y croyons. Et le problème se situe là. Ce n'est pas de faire des suppositions qui est gênant, c'est de n'en faire qu'une seule et d'y croire. Et d'y croire tellement fort qu'à un moment donné, j'appelle ça tomber amoureux de ses idées. Je me fais une supposition, je ne sais même pas si elle est réelle, mais dans mon modèle du monde, dans mon livre de la loi, dans mon rêve, c'est tellement cohérent que cette supposition,
elle est géniale. Elle tombe pile poil, vous savez, comme un Tetris, pile, elle vient remplir pile l'espace qui était disponible et du coup, je ne la bouge pas. C'est forcément comme ça que ça se passe. Et ça vient nous déconnecter de la réalité. Ça nous enferme dans notre propre rêve. Qu'est-ce que Miguel nous dit? Il nous dit, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquez le plus clairement possible avec les autres afin d'éviter les malentendus, la tristesse et les drames. Avec ce seul accord, vous pouvez complètement transformer votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique, il y a Olivier Clerc, qui est le traducteur des accords Toltec, qui a traduit plusieurs livres de Miguel Ruiz, qui est également un enseignant et un transmetteur de ces différentes sagesses, qui nous a proposé un contre-accord. Le contre-accord, c'est vraiment la possibilité de pouvoir mettre en pratique. Ne faites pas de suppositions. Le contre-accord, c'est faites plusieurs suppositions. Et ça, vous allez voir que ça change la vie. Ce que je vous disais, le problème, c'est pas de faire des suppositions, c'est d'en faire qu'une seule et d'y croire. Une seule supposition, c'est un peu comme fonctionner comme un cyclope, avec un seul œil. J'ai qu'un seul point de vue sur la situation. Ce qui est intéressant, c'est que la nature nous a fait quand même avec 2 yeux, avec 2 oreilles, pour avoir une multiplicité de points de vue. C'est ce que les sophistes, par exemple, apprenaient, défendre une position, défendre un point de vue et défendre l'opposé avec le point de vue opposé avec la même éloquence. Et ça, c'est vraiment une capacité de l'esprit. C'est cette flexibilité de passer d'une idée à une autre. C'est ce côté très sceptique aussi qui peut nous permettre de bondir d'une idée à une autre. Mais c'est une qualité, je trouve qu'on a perdu petit à petit, en tout cas dans notre société actuelle. Elle n'est plus vraiment mise en valeur. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir entraîner à nouveau notre esprit à faire plusieurs suppositions. Ce qui est intéressant quand on fait plusieurs suppositions, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas savoir. On ne sait pas laquelle est vraie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à ça. 4e accord Toltec qui vient vraiment nous aider à mettre en application les 3 précédents. Faites de votre mieux. L'invitation de Miguel ici, c'est de vous dire passez à l'action. Qu'on y croit ou pas, que ça soit vrai ou pas, que ça marche ou pas, qu'on soit à la hauteur ou pas, faites simplement de votre mieux. Vous pouvez faire de votre mieux dans votre vie en général et vous pouvez aussi faire de votre mieux dans ces accords. Faites de votre mieux avec une parole impeccable pour vous rapprocher d'une parole impeccable. Faites de votre mieux pour ne pas prendre les choses personnellement. Faites de votre mieux pour ne pas faire de suppositions. À nouveau, là, Miguel nous met en garde contre le fait d'ériger de nouveaux accords en image de perfection. D'accord? Donc là, c'est vraiment, même si je ne corresponds pas à mes images de perfection, je fais simplement de mon mieux, je ne suis pas obligé de me juger continuellement par rapport à ça. La manière dont cet accord est expliqué, c'est que votre mieux change à chaque instant. Il n'est pas le même selon que vous êtes en bonne santé ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Vous éviterez ainsi de vous juger ultérieurement, de vous maltraiter et d'avoir des regrets. Ça, c'est du bon sens, c'est des sagesses qu'on nous enseigne depuis très longtemps. Il y a 2 citations que je trouve très intéressantes à vous partager par rapport à ça. La première, c'est Lao Tse. Lao Tse disait « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». Même si je ne sais pas où ce chemin me mène, même si mon premier pas est hésitant, même s'il est tremblant, même s'il est chancelant, même s'il n'est pas dans le bon sens, commencez à cheminer. Passez à l'action. Ne restez pas statique, ne restez pas figé. Et la deuxième citation, c'est l'abbé Pierre qui disait « N'attendez pas d'être parfait pour commencer quelque chose de bien ». Et je trouve que les 4 accords Toltec sont assez intéressants pour mettre en pratique cette citation. On n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de tout savoir. On peut simplement mettre en application ce qu'on a déjà reçu, les prises de conscience qu'on a déjà, et simplement avancer avec humilité sur ce chemin-là. Je ne suis pas dans le contrôle, je ne suis pas dans la toute-puissance, je suis simplement dans cette humilité de dire je fais de mon mieux instant après instant, et il y a quelque chose de plus grand qui sait où tout cela me mène.